Bonjour amis de l'ARH. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver en cet après-midi. Vous l'avez peut-être deviné avec ma voix, mais donc c'est Raphaël qui anime aujourd'hui ce podcast, la deuxième cofondatrice au chapeau. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Hélène Clément. Alors Hélène, tu es la directrice de BPI France Université. Alors la BPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la banque publique d'investissement qui accompagne les PME et ETI françaises. Et alors, il faut le dire que nous avons une histoire un peu particulière avec la BPI, puisque la BPI est l'acteur qui nous a soutenus, Kokoroé, personnellement, au moment où on en avait le plus besoin. En 2017, je me rappelle très bien. Donc, c'est vraiment un peu une banque de cœur pour nous. Et je suis particulièrement heureuse de te recevoir, de te rencontrer et de vivre un moment avec toi. Toi, Hélène, tu es donc en charge de former les dirigeants de PME ETI au défi d'aujourd'hui et de demain. Alors, j'ai beaucoup de questions pour toi. Je suis donc en effet très, très curieuse. Mais est-ce que tu peux déjà juste me dire quel métier tu souhaitais faire quand tu étais toute petite? Quel était ton rêve? Ok, on rentre dans le vif du sujet. Tout de suite. Pas évident. Non, c'est pas simple. Bon, en tout cas, merci déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors moi, la réponse un peu banale, c'est de dire que pendant longtemps, je savais pas ce que je voulais faire. Donc je me suis un petit peu laissée porter au fil de mes études et ça a fini par prendre forme un petit peu tout seul au gré des opportunités. Mais si je réfléchis vraiment, quand j'étais vraiment gamine, je voulais être éleveuse de chevaux. Waouh! Ah oui. C'est l'équivalent de pompier pour les garçons, j'imagine. Enfin, je montais à cheval et c'était un peu un rêve qui s'est très très vite réduit à rien du tout quand j'ai fait un stage d'une semaine et commencé à pelleter du crottin et des choses comme ça. Et j'ai fait non, c'est pas super. C'est cet aspect très concret finalement. Voilà, en fait, c'est là que j'ai un peu réalisé que finalement une passion, ça fait pas forcément un métier. Ça, je pense que c'est un message important parce que je sais que dans les nouvelles générations, beaucoup veulent un métier passion. Parfois, c'est pas complètement compatible. On peut avoir des surprises. Bon là, en l'occurrence, j'aurais pu m'en douter. Et là où c'est fort, c'est que quelques années après, j'ai un peu réitéré la même chose. En 2006-2007, j'ai fait un break. Et en fait, je voulais changer de vie complètement. Je suis devenue prof de plongée sous-marine. Ah ouais. Et là, un petit peu comme l'histoire du crottin, bon, sauf que là, je trimballais plutôt des bouteilles d'air comprimé. Mais la passion de la plongée et enseigner la plongée, c'est pas du tout pareil. Et finalement, j'ai préféré reprendre mes activités antérieures avec des beaux voyages et de la plongée dedans, mais pas en métier. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même un profil qui a eu des passions, tu as été passionné par l'équitation ou la plongée et à un moment donné, tu as quand même en tout cas réfléchi, en tout cas pour la plongée, à en faire un métier. Enfin, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui va loin dans les passions finalement. Tu pousses le Oui, je fais pas les choses à moitié. Tu fais pas les choses à moitié. Effectivement. Oui, pour la plongée, j'ai passé beaucoup de diplômes, de tests pour arriver jusqu'au niveau instructeur. Et puis après, je suis partie, donc j'ai enseigné 1 an en Thaïlande. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, je savais que c'était une phase et que ce n'était pas jusqu'à la fin de ma carrière. Mais c'est une leçon intéressante. C'est vraiment la dichotomie entre passion et métier, qui peut exister. Hein. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, il faut vraiment réfléchir. Il y a une différence. Bien sûr. Et puis, lorsque la passion devient métier, elle a plus du tout la même saveur finalement. Exactement. Un photographe qui, par exemple, profite de ses week-ends pour prendre de belles photos lorsqu'il doit en vivre. Et il a une approche, c'est finalement une approche qui est radicalement différente. Et il y a plus peut-être ce même plaisir à se balader, se perdre dans les ruelles pour prendre des photos. Donc c'est aujourd'hui, quand je plonge, c'est un véritable soulagement. Ouais. Parce que j'ai à m'occuper de personne, juste de moi et de profiter de ma plongée. Oui, et ça fait du bien. Et c'est parfois juste bien d'avoir des espaces à soi où il y a justement pas d'objectifs économiques ou juste être bien et apprécier le moment finalement. Exactement. Et ça c'est intéressant, cette parenthèse que tu as souhaité avoir. Donc tu me disais en 2016, est-ce que c'est ça?
C'était 2006 où tu avais en effet envie d'explorer quelque chose de nouveau. Ça correspondait à quelle période de ta vie? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Est-ce que tu avais déjà une expérience en effet dans le monde du travail? Où tu en étais à cette période? Alors j'en étais, j'avais quel âge? Un peu plus de 30 ans et j'avais à cette époque-là, j'étais au cabinet du président du Sénat. Alors sur des sujets entrepreneuriaux, je travaillais avec le conseiller économie du président. C'était assez intense comme période. Donc je pense que ça correspond aussi à un moment où je dis bon, j'ai déjà fait plein de choses, c'est intense et je voulais passer d'un travail plus intellectuel à quelque chose de physique, en contact avec la nature. Enfin, c'était vraiment aller à l'opposé finalement de ce que je vivais. C'était un souhait de mettre le pied sur le frein assez fort. Ouais, parce que j'imagine que c'est assez intense, quoi, challengeant. Il doit y avoir une atmosphère qui est pas forcément toujours très évidente, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas si c'est lié à ça, parce que je faisais de la plongée depuis plusieurs années, mais je pense que ça a quand même un impact. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge dans ton parcours professionnel, c'est quelque part les entrepreneurs ou l'entrepreneuriat. Enfin, tu le diras mieux que moi, mais j'ai le sentiment que tu as été entrepreneur à un moment donné. Tu as travaillé en effet au sein du cabinet du président du Sénat pour des missions à destination des entrepreneurs. Aujourd'hui, tu travailles en effet au sein de l'université de la BPI, mais finalement la BPI s'adresse à des entrepreneurs. C'est quoi ce lien, cette histoire avec les entrepreneurs, quelque part? Est-ce que déjà tu es d'accord sur le fait que c'est le fil rouge? C'est ma lecture, mais... Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors après, c'est au hasard d'opportunités et ce fil rouge, au bout d'un moment, on se crée un réseau, on est dans un écosystème, donc ça, c'est une forme de logique. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a différentes facettes. Donc, j'ai été entrepreneur. À un moment, j'ai cofondé un petit cabinet de conseil en business développement international. Oh, c'est chouette, ça. Alors, ça date un peu, c'était à la fin des années 90. Mais c'est impressionnant. C'était un de mes premiers jobs, en fait. Ouais. En fait, si on retire tout le fil du début, mon dernier diplôme, j'ai fait un DESS de communication des organisations privées, publiques et politiques à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Peu importe, mais bon. Et mon mémoire de fin de DESS, c'était sur la fusion annoncée des ordinateurs et des téléviseurs. D'accord. Et je travaillais mon stage, c'était avec la fac de Saint-Quentin en Yvelines, la diffusion des programmes de l'université sur le réseau câblé local. Donc j'étais déjà dans la formation à distance et dans toutes ces problématiques-là. C'est drôle parce que quelques années après, j'y suis toujours. J'ai trouvé mon premier job grâce à ça. En fait, en interviewant une boîte qui faisait une set-top box pour faire des emails, lire des CD-ROM et faire d'Internet sur la télé. D'accord. Donc ça, c'était ma première boîte. C'était et ça a duré à peu près 2 ans, mais c'était une start-up, c'était trop tôt, trop cher. Enfin, pour tout un tas de raisons, la start-up n'a pas perduré. Mais avec 4 autres collègues de cette start-up, on a cofondé ce cabinet de BizDev international. Et ces autres collègues, alors il y avait un Américain, un Irlandais, enfin c'était très multinational. Leur point commun, c'est qu'ils avaient travaillé dans la Silicon Valley, certains chez Apple ou dans d'autres boîtes. Et ils étaient toujours en contact avec beaucoup d'anciens collègues, enfin de connaissances de là-bas, qui étaient maintenant dans des boîtes Internet et qui se demandaient qu'est-ce que je peux faire en Europe. Et donc c'était ça l'objet de notre cabinet. Finalement, c'était les boîtes Internet américaines de la fin des années 90 qui voulaient travailler en Europe, leur trouver des partenaires, des cibles de rachat. Enfin, on a fait énormément de choses dans ce sens-là. C'était audacieux comme pari parce que dans les années 90, il y en avait pas tant que ça. Enfin, on n'en parlait pas tant de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on en parle énormément. Et d'ailleurs, à la BPI, vous avez une vraie prise de parole vraiment très intéressante pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais à l'époque, dans les années 90, t'as eu beaucoup d'audace, de courage d'oser cette aventure.
Tu l'as vécu comme ça? Non, pas du tout. En fait, je l'ai vécu très naturellement. On avait ce groupe de personnes en lesquelles j'avais confiance. On avait un projet puisqu'on avait quelques demandes entrantes. C'est pour ça qu'on a créé la boîte. On s'est dit, il y a un besoin. Et ça a très très bien démarré et je me suis pas posé de questions en fait. Ouais, c'était plutôt les rencontres humaines et c'est l'humain qui t'a mis sur ce chemin beaucoup. T'as pas réfléchi à la notion d'entrepreneuriat, de lancer son entreprise, avoir une réalité économique, c'était pas ça. Non, on le faisait ensemble et c'était et donc ça a été hyper formateur parce que c'est une aventure qui a duré 4 ans et en 4 ans, on a levé des fonds. Ah oui. Alors auprès d'un fonds d'investissement anglais qui voulait créer des synergies entre son portefeuille et nos activités. Et puis après, on a fait un management buyout parce que le fonds voulait nous fermer. Et puis après, on a fini par fermer la boîte. Donc on est parti de 5, on est monté à 30 avec des bureaux dans 3 pays. Donc il y avait aussi Angleterre et Italie. Puis on a fermé, on était 5 à nouveau. Donc j'ai une expérience en 4 ans, tous les hauts et bas. Vous êtes allé vite, hein. Vous avez levé des fonds, 3 bureaux dans 3 pays. C'est fou. Vous avez, en effet, t'as vu finalement en très peu de temps les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et en termes d'empathie pour les entrepreneurs que depuis j'accompagne, c'est très important. Bien sûr. J'ai vécu, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et peut-être que je le revivrai un jour, je ne sais pas si l'occasion se présente. Tu serais pas contre? Je suis pas contre Oui, quand je disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat c'était un fil rouge, Exactement. Donc finalement, tu te lances en entrepreneuriat, après tu as différentes expériences en tant que chargée de mission. Et ensuite, en effet, tu intègres quelques années après la BPI. Quel fil tu peux tirer de tout ça? Quel a été tes choix? Quels sont les temps forts de ton parcours selon toi? Alors cette première expérience avec VEO, le cabinet conseil, c'était extrêmement formateur. J'ai vraiment beaucoup appris. Puis il y avait une effervescence, l'explosion d'internet, c'est quelque chose. On était à l'époque, je me rappelle, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais la fête de lancement d'Amazon en France, où ils avaient loué 5 péniches à côté de la BNF et c'était c'était un peu délirant, mais c'était exaltant comme période. Il y a eu la période au Sénat qui est aussi très formatrice. Qui a été marquante pour toi aussi. Sur d'autres sujets, mais très importante en termes de gestion diplomatique, comment on arrondit les angles pour négocier, arriver à ses fins. Oui, voilà, l'aspect politique, pour le résumer. C'est marrant parce que, tu vois, je trouve qu'on est entrepreneur, en tout cas moi, dans mon approche, et Kokoro, dans notre approche, on est très concret, opérationnel, oui, on est dans le réseau et on travaille notre réseau, mais tu vois, je trouve que c'est des compétences très très différentes de justement être politique, savoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est radicalement opposé. Je trouve que des personnes qui travaillent par exemple en entreprise et qui arrivent à tirer les bons fils et travailler leur réseau en interne et justement politique au bon moment. Mais toi, c'est marrant, tu as su évoluer dans un environnement radicalement différent et être à l'aise dans cet environnement où finalement tout est affaire de politique, de relations, d'influence. Tu étais à l'aise là-dedans. Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais en même temps, mon rôle n'était pas vraiment politique. Donc, c'est plus à la marge et puis après de l'observation. Mais moi, j'organisais un concours de start-up qui s'appelait Tremplin Entreprise. Et je me suis aussi occupée de clubsena.fr. Enfin, c'est des sujets vraiment hyper concrets. On avait un concours de business plan, des comités de sélection, donc avec beaucoup de fonds d'investissement et avec c'est de là que je connais les entités qui sont devenues BPI France après la fusion, mais Oseo et avant la BDPME et l'Anvar faisaient partie des partenaires de Tremplin Entreprise. C'est des CPME aussi. Enfin, c'est un écosystème que je côtoie. Donc, des personnes maintenant que je connais depuis plus de 20 ans depuis cette période-là. Après, donc j'ai travaillé dans un pôle de compétitivité après le Sénat. Et puis ensuite j'ai CDC Entreprise puis BPI France. Mais le fil rouge, c'est l'entrepreneuriat, donc accompagner les entreprises dans leur développement. Alors ça peut vouloir dire des levées de fonds. Il y a toujours une dimension innovante. Donc tout ça c'est hyper intéressant et
stimulant. Enfin, je parlais d'exaltation des débuts, mais on la retrouve dans tout ça. Et puis aussi le côté service public. Bien sûr. Qui est important pour moi, avoir du sens à ce que je fais, savoir pourquoi je me lève le matin. Et quand je rencontre des dirigeants d'entreprise qui nous remercient ou qui nous disent que tel sujet qu'on a traité, c'était hyper éclairant pour eux, c'est vraiment satisfaisant, quoi. Ça, c'est important pour toi d'apporter concrètement à des entrepreneurs, en l'occurrence, mais d'avoir le sentiment que tu fais des choses positives. Oui, c'est hyper important. C'est clé. Ouais, c'est une métrique qu'on suit beaucoup, le taux de satisfaction, et bon, il est un peu ridicule tellement il est élevé, mais c'est génial, ça prouve que ce qu'on fait a du sens. Et aujourd'hui, tu as quand même un poste avec beaucoup de responsabilités. Tu es donc directrice de BPI France Université. Donc très concrètement, c'est toi qui es en charge des programmes de formation en présentiel, en e-learning pour les dirigeants d'entreprise. Donc c'est en effet, je le disais, beaucoup de responsabilités. Tu as certainement une équipe qui travaille avec toi, enfin tu m'en diras plus. Mais pour les personnes qui nous écoutent, comment on arrive à être un jour directeur d'université? Tu vois, il y a peu de place tout de même, il y a beaucoup de gens intéressés. Comment on fait pour avoir ce genre de responsabilité? Alors, de mon côté, ça s'est fait relativement naturellement, parce qu'au sein de BPI France, la direction, donc université, est au sein de la direction de l'accompagnement, qui existe depuis mi-2018 à peu près. Et en fait, elle a été créée parce que BPI France a décidé d'assumer l'accompagnement comme un métier, c'est-à-dire à côté du financement, de l'investissement, de l'innovation de tous nos autres métiers, l'accompagnement a un vrai sens pour que justement les fonds qu'on prête ou qu'on investit dans les entreprises soient mieux employés. On a prouvé que du conseil, de la formation et de la mise en réseau, ça aide les entreprises à mieux se développer, à se pérenniser, à se renforcer. Et donc, c'est devenu un métier mi-2018. Mais il y avait un certain nombre d'activités qui préexistaient. Et en fait, elles ont été regroupées au sein de cette direction. Et précédemment, à la création de BPI France, j'étais à la direction de la stratégie et du développement. Où on avait la chance d'avoir une vision un peu transverse de tous les métiers de BPI France, pas être siloté. Et je suivais un certain nombre de dossiers en particulier, dont l'accompagnement. Donc, j'avais déjà une bonne vision de ce qui se faisait en interne et de comment tout s'articulait. Et quand la direction a été créée et que Guillaume Mortellier a structuré donc sa direction, donc par phase, on a donc le développement, le marketing, et puis les directions opérationnelles, conseil, formation. Enfin, quand il a fait ce travail de structuration et qu'il m'a proposé de prendre la direction d'université, c'était assez naturel puisque c'est des activités que je connaissais bien et à l'époque, je manageais pas vraiment. Et la question qui s'est posée pour moi, c'est plutôt est-ce que je veux devenir manager ou est-ce que je reste un petit peu franc-tireur autonome à développer mes projets et puis voilà, j'ai décidé de franchir le pas. Ça a été un choix difficile pour toi? C'était pas forcément évident? Oui, c'était vraiment la question pour moi. C'était manager ou pas manager. Et j'étais à une étape de ma carrière où je me suis dit que peut-être fallait que je m'y mette. Et quel est le bilan aujourd'hui finalement? Est-ce que c'est épanouissement, le management, ça te... Alors il y a des hauts et des bas, on va dire. C'est pas toujours évident. Ça dépend des jours. Mais globalement, oui. Et globalement, je suis assez contente. Et quand j'arrive à déverrouiller des situations ou à faire que ça tourne et que j'embarque les équipes, c'est assez satisfaisant. Oui, ce qui est intéressant pour toi, c'est de voir les gens grandir finalement, les membres de ton équipe grandir. Et c'est combien de personnes justement dans ton équipe sur ces sujets? Alors aujourd'hui, on est une petite trentaine. Ah oui, tout de même. Oui. En fait, on a 4 pôles, mais qui ont des activités assez différentes. Donc sur le learning digital, ils sont 5-6, et sur les aspects plutôt présentiels dans le cadre notamment des programmes accélérateurs qu'on déploie, ils sont 9.
D'accord. Les autres activités sont un peu plus annexes. On a un petit volet de formation, de parcours métier pour les nouvelles recrues de l'accompagnement et les consultants qu'on habilite sur des missions de conseil pour leur donner un socle commun de pratiques et de postures BPI France vis-à-vis des dirigeants de PME. Donc, on a un petit volet interne en complément des formations proposées par les RH. Et puis, on a un 4e pôle qui gère des enveloppes pour compte de tiers. Donc, on déploie des formations à la digitalisation pour les TPE, pour France NUM. Et également, on déploie le volontariat territorial en entreprise. On essaye de rapprocher les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et les entreprises, les PME, ETI, sur des sujets comme la transition énergétique, la digitalisation de l'industrie, l'export. On a aussi cette activité-là à l'université. Waouh. Et concrètement, comment ça se passe? Enfin, donc moi, par exemple, je suis entrepreneur. Est-ce que tout entrepreneur en France peut avoir accès au programme de formation et d'accompagnement de la BPI, ou c'est certains entrepreneurs qui sont soutenus financièrement par la BPI? Enfin, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un espace sur Internet? Alors, il y a plusieurs choses possibles. Alors, déjà, il y a une plateforme qui s'appelle BPI France Université. Donc, c'est du e-learning asynchrone, à la demande et gratuit. D'accord. Donc, n'importe qui, finalement, qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur, on peut aller sur cette plateforme, on se crée un compte, par exemple. C'est ça. Et on a accès aux e-learning. Exactement. Sur n'importe quel sujet en fait, donc, c'est des contenus qui sont tous pensés pour les dirigeants de PME. Alors, on fait TPE, PME, ETI, peu importe, mais c'est vraiment pour les dirigeants, mais c'est pas interdit que des non-dirigeants y aillent. Il y a pas de barrière. Donc c'est pensé pour les dirigeants et c'est tout ce qui peut être utile pour développer son entreprise. Donc on a des sciences de gestion, des choses plus ou moins hard skills, finance, international, RH, marketing, ce genre de sujets. On a aussi des soft skills, beaucoup sur le leadership et comment on incarne son entreprise. Et puis sur des thématiques qui sont les thématiques phares pour BPI France. Donc tout ce qui est climat, transition énergétique, tout ce qui est industrie, réindustrialisation. Et puis, en fait, finalement, peut-être on peut résumer autrement. On essaye d'éclairer la route pour les dirigeants. Donc, tout ce qui peut être une faiblesse pour eux ou pour leur entreprise, et tout ce qui peut constituer une menace et ou une opportunité, parce que souvent c'est les mêmes choses. Donc la cybersécurité, l'intelligence artificielle. En ce moment, on fait énormément de contenu. On déploie un programme pour l'État qui s'appelle IA Booster France 2030 pour acculturer à l'intelligence artificielle avec des contenus de sensibilisation et de formation. Et puis ensuite, on a un lien avec un continuum, avec des missions de conseil qui sont également proposées. En plus. D'accord, donc c'est un accompagnement qui est vraiment très complet. Donc j'ai bien compris cette plateforme ouverte qui est très, très chouette. Et vous dites après que vous avez un accompagnement, un conseil. Comment ça se passe? Par exemple, c'est un dirigeant qui vous contacte et qui souhaite aller plus loin, qui a une problématique précise. Est-ce que là c'est n'importe quel dirigeant ou est-ce que c'est les dirigeants soutenus par la BPI? Alors, on a différents cas de figure, ce qui me fait penser que je n'ai pas parlé du programme accélérateur. Parce que c'est la troisième étape. Voilà, c'est un lien avec le conseil. Les accélérateurs, donc là, c'est assez ouvert. C'est pas uniquement pour les clients de BPI France. Ce sont des programmes qui allient de la formation, généralement avec une grande école. On travaille avec elle pour adapter les contenus, avec du conseil et puis des activités de mise en réseau, networking, rencontres. Et ces programmes-là, ils sont accessibles aux entreprises dès lors qu'elles remplissent les critères de chaque programme. Donc on en lance une cinquantaine par an. Voilà, c'est ça. Et selon les formats, on a des accélérateurs régionaux, des accélérateurs sectoriels. Enfin, il y a différentes modalités et chacune a une cible en fait. Donc ça va être les entreprises entre 2 et 10 millions de chiffre d'affaires par exemple. Et donc dès lors qu'on remplit ces critères, on candidate, il y a une discussion et c'est assez ouvert. Donc ça, c'est des programmes qui sont payants, mais c'est un package pour tout le programme qui dure entre 1 et 2 ans selon les formats.
D'accord. Et là, il y a une notion de promo. Enfin, c'est des dirigeants qui se rencontrent aussi. Exactement. C'est des promotions en moyenne de 20-25 entreprises. Et c'est la même promotion sur toute la durée du programme. Donc, le rythme, c'est souvent une réunion collective présentielle par trimestre. À peu près, et ça crée une émulation et un esprit de promo vraiment intéressant. On a des histoires hyper fortes de partenariats, d'échanges de bonnes pratiques ou d'expériences, parce que ces programmes sont aussi là donc pour faire progresser les boîtes, mais pour rompre la solitude du dirigeant. Bien sûr. Et il y a des questionnements que les dirigeants ont, ils peuvent pas vraiment le partager avec leur équipe. Ils peuvent montrer des petites faiblesses quelque part, et entre pairs, ça peut se partager. Et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à avoir les mêmes doutes, les mêmes difficultés. Et puis, sur la promo, il y en a toujours un qui a réussi, ou plusieurs qui ont une recommandation pour ou un contact ou quelque chose qui va débloquer des situations, inspirer, et c'est hyper riche. C'est au-delà de tout le contenu qu'on peut apporter, ces relations au sein de la promo sont essentielles. C'est intéressant, ces programmes d'accélération. Ce sont des problématiques qui sont aussi très logistiques, la notion de promo, trouver des lieux, organiser des temps forts. Enfin, il y a une vraie conception, réflexion en effet sur les différents temps d'accompagnement. Ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est le fait de rencontrer ses pairs et sur le fait aussi que finalement votre programme il permet aux entrepreneurs de sortir en effet de leur solitude. Toi, tu as beaucoup de solo-entrepreneurs qui postulent justement? Non, c'est des entreprises. Alors pour la partie e-learning, oui, bien sûr, mais pour les accélérateurs, c'est des entreprises. C'est généralement au moins 5 salariés. Oui, d'accord. On n'est pas sur de la start-up. Alors ça dépend des programmes parce que on a des. Mais ce sont, finalement des dirigeants, enfin des solo dirigeants. C'est principalement des dirigeants qui sont seuls, c'est ça? Parce que tu vois, par exemple, nous, chez Kokoro, on est 3 cofondatrices, donc tu vois, on peut facilement échanger. Toi, ce sont principalement des dirigeants qui ont peut-être pas d'associés ou... Alors, ça peut arriver. Il y en a, d'ailleurs, souvent ils viennent à plusieurs pour les formations. Mais on a beaucoup effectivement de solos. Pardon, je pensais que tu disais des toutes petites entreprises d'une seule personne. Mais c'est marrant parce que je trouve que ce que vous faites est génial. Vraiment, je pense qu'il y a un besoin qui est très, très, très important d'accompagner les entrepreneurs, non seulement sur des compétences très techniques qui sont la création d'un business plan, des sujets de comptabilité, de marketing, mais également les aider à comprendre le monde dans lequel on évolue, parce que c'est un monde qui est source de risques et d'opportunités. Donc ça, je trouve ça vraiment incroyable. Quel type d'apprenants ce sont les entrepreneurs? Est-ce que ce sont des gens qui aiment énormément apprendre? En tout cas, toi, ta typologie de personnes qui se forment. Alors, t'attires peut-être une typologie d'apprenants différents sur ta plateforme e-learning que sur les programmes d'accélérateur. Mais tu dirais que c'est quel profil les entrepreneurs dans leur rapport, tu vois, à l'apprentissage continu finalement? Alors, c'est toute la difficulté de notre activité, c'est que c'est hyper hétérogène. C'est hétérogène dans les formations initiales parce qu'on a des autodidactes jusqu'à des MBA, donc c'est hyper varié. C'est hétérogène dans les pratiques. On peut avoir, je caricature un peu, mais des dirigeants qui disent moi c'est bon, moi je suis dirigeant, j'ai rien à apprendre. Tu en as qui viennent parfois un peu à reculons sur le volet formation des accélérateurs d'ailleurs, parce qu'ils achètent un package, mais bon ils se disent ou alors sur des thématiques comme je sais pas les finances, c'est bon, moi j'ai été DAF, je vais rien apprendre. Donc ils sont un petit peu réticents, certains, on va dire. D'autres, au contraire, peuvent avoir un petit complexe de pas avoir de formation initiale et sont très contents de rattraper ce socle commun. Mais le point commun de tous, c'est que si on arrive à bien faire notre boulot, c'est-à-dire à adresser cette hétérogénéité de la meilleure façon, que chacun y trouve son compte, et ben ils sont hyper contents après.
l'appétit vient en mangeant en fait. Et ils sont de plus en plus demandeurs et on en a souvent à la fin au dernier séminaire qui nous disent qu'ils veulent redoubler par exemple. Donc je trouve ça assez drôle. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est que c'est finalement en fait plus le programme est adapté aux compétences de chacun et plus il est pertinent et plus finalement chaque entrepreneur va s'épanouir dans son apprentissage. Finalement toi ton challenge c'est de bien comprendre les compétences de chaque entrepreneur et leur proposer finalement un accompagnement vraiment dédié quasi quoi. Alors aujourd'hui c'est pas tellement leurs compétences qu'on comprend, qu'on étudie, c'est les besoins de leur entreprise et puis voilà, les deux vont de pair. Mais sur les temps collectifs, c'est vraiment la complexité de notre activité. Mais c'est exactement ce qu'on voit nous dans le digital learning, c'est le fameux skill-based learning, c'est-à-dire l'apprentissage vraiment basé sur les compétences, soit que tu as, soit que tu souhaites développer, mais finalement proposer un parcours entièrement personnalisé à ton profil, parce que finalement, ce qui fait que tu vas aimer te former, c'est que ça correspond complètement à ce que tu recherches et ça te permet de grandir. Oui, ça, ce sont des étapes de développement pour nous. Et on est exactement là-dedans. On a développé en fin d'année dernière un référentiel de compétences du dirigeant de PME. Waouh, parce qu'on n'a pas trouvé de référentiel de compétences qui nous semblait convenir en fait par rapport à tout ce que fait un dirigeant. Donc là, il existe. Et là, on est en train de le décliner par niveau. Et après, on aura des tests d'auto-positionnement. Enfin, c'est dans les tuyaux, mais c'est un gros boulot. C'est un gros morceau. C'est une toute petite parenthèse, mais on en est exactement au même moment chez Kokoroé. On définit un référentiel de compétences pour les collaborateurs et on va pareil faire un test d'autopositionnement. Mais bravo parce que c'est du concret. Et c'est très structurant. Et c'est très structurant pour tout finalement, même sur la partie très très technique, enfin la hiérarchisation de ta plateforme, comment tu vas la présenter, comment tu vas éventuellement la réorganiser. C'est vraiment structurant, enfin à tout niveau. Tout découle de ça. Complètement. Et puis tu parlais d'adaptive learning. Ça va nous permettre d'aller sur cette personnalisation de thématiques, de séquences dans les thématiques, de timing. Enfin, on a une feuille de route bien chargée. Ouais. Et justement sur ça, est-ce que tu vas utiliser un peu d'IA, d'intelligence artificielle? Beaucoup disent que, tu vois, pour proposer finalement, pour pousser la bonne formation qui correspond aux compétences, et beaucoup d'intelligence artificielle. Vous travaillez sur des algorithmes ou Alors, comme tout le monde, on y réfléchit. D'accord. Ça fait partie des sujets. Voilà, ça fait partie parmi d'autres. On a dénombré plus d'une vingtaine de cas d'usage de l'IA par rapport à notre activité. Donc, plutôt côté production, gagner du temps, et puis après, comme tu le dis, pour l'apprenant aussi qui gagne du temps. On en a priorisé 2-3, on va tester, mais il y a des choses à faire, c'est certain. Après, on veut pas non plus se précipiter. Moi, je pense que l'IA va être beaucoup intégrée dans beaucoup d'outils. C'est pas du standalone, quoi. Ça va être fondu dans les outils existants. On voit plein de fonctionnalités qui émergent, donc on creuse 2-3 cas, mais les autres, on fera au fur et à mesure. Bien sûr. Et je crois que là, il y a un très, très bel... Il y a votre événement annuel en ce moment, ou qui va bientôt arriver, Big. C'est en octobre. La communication a commencé, mais c'est en octobre. Mais la BPI, vous êtes excellent en communication. J'ai été impressionnée de voir ces dernières années à quel point vous avez eu des phrases chocs, vous arrivez à parler aux entrepreneurs, vous êtes vraiment dans le quotidien des entrepreneurs et avec une communication qui est beaucoup regardée, hein, même dans le milieu entrepreneurial. On vous regarde en effet en tant que voilà, sur un certain nombre de sujets qui nous concernent aussi. Comment toi, justement, tu vois l'évolution de ton métier? Est-ce que tu penses, on t'en parlait déjà, l'IA générative, ça va pas fondamentalement chambouler ton quotidien, mais est-ce que tu penses que d'autres technologies vont éventuellement changer ton métier? Est-ce que tu penses que dans les 10 prochaines années, ton métier va être amené à évoluer, ou comment tu vois les choses?
L'IA, effectivement, pour gagner du temps, mais plutôt sur les aspects techniques, parce que moi, l'évolution que je vois, c'est ce qu'on disait déjà précédemment, c'est beaucoup sur la personnalisation, essayer de s'adapter au maximum. Et s'adapter, ça veut dire s'adapter donc au niveau des personnes qui suivent les formations, mais aussi en termes de format. Parce que on est tous dans une spirale où on n'a pas le temps, et selon l'organisation personnelle de chacun, selon ses goûts, on peut vouloir écouter un podcast, regarder une vidéo, lire un texte, et avec l'IA, ça fait partie des pistes qu'on étudie en priorité, c'est de décliner automatiquement des contenus sous un autre format. Et de donner le choix du format pour en fait consommer en fonction du moment ou du temps dont on dispose ou ce genre de choses. Donc c'est le bon format au bon moment. Très chouette. Ok. Intéressant. C'est vraiment ça notre direction. Et puis donc le référentiel de compétences va nous y aider aussi, puisqu'on peut décider de travailler telle ou telle compétence en priorité. Donc c'est un peu matriciel. On croise plein de choses et l'IA devrait nous y aider. Après, moi, tout ce qui est réalité virtuelle, j'y crois pas tellement. Enfin, pour de l'apprentissage technique en situation de travail, oui, mais pour nos sujets qui sont quand même assez soft, pas trop. Alors, on propose des visites d'usines, mais elles sont filmées comme classiquement, et ça nous semble suffisant. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, non, en fait, c'est ça. Je me dis c'est tout, mais en même temps, c'est déjà énorme. Ouais. On a une... Ouais. Je suis assez étonnée de découvrir, enfin, je suis vraiment agréablement surprise de voir à quel point vous êtes, je trouve, très innovant dans votre approche. Je pense en effet aux tests d'autopositionnement, référentiel. Je pense également au fait de décliner tous tes contenus systématiquement dans chaque format. Je trouve que vous êtes très, en effet, très innovant. Enfin, tu le disais toi-même, hein, la BPI, c'est l'innovation, mais tu vois, dans l'approche learning que tu as, je la retrouve complètement. Ouais. On fonctionne un peu comme une énorme start-up. Ouais. Hein. On se remet en question, on va lancer des nouvelles choses tout le temps. Dans ton département, donc avec en effet les 30 personnes, toi, tu as ce fonctionnement, c'est-à-dire de start-up où tu vas définir ta roadmap, tu as un budget, Oui, c'est un peu... C'est un petit peu ça, finalement. C'est un petit peu ça. Et on a des projets transverses, des projets internes, et il y a constamment des groupes de travail, de réflexion. On a une démarche d'amélioration continue très structurée au sein de BPI France, donc ça en fait partie aussi. D'accord. Ça se décline à différents niveaux. D'accord. Et comment justement elle s'exprime cette amélioration continue? C'est-à-dire que quand vous avez par exemple des process qui existent, tu vas avoir une personne qui systématiquement ou un groupe de personnes qui va essayer de remettre en question ces process et re-questionner la pertinence de ce process, par exemple? Alors on a commencé par travailler sur tout ce qu'on appelle les cailloux dans la chaussure, les irritants. Donc et là on commence à en avoir de moins en moins. Donc on est plutôt sur des nouveaux projets où effectivement de questionner la fluidité de certains process. D'accord. Mais bon, ça ne concerne pas que nous. On a plein de parties prenantes en interne, parce que, je rappelle, on est une banque. Donc, en termes de conformité, on a certaines lourdeurs. Et là, on sort de la start-up. On n'est plus dans l'ambiance start-up. Mais en tout cas, vous osez quelque part pointer ce qui est amélioré. Après, en tout cas, on y travaille. Voilà, vous y travaillez. Après, on n'est pas dans la reproduction permanente. On a déjà bien poussé certains modèles. Enfin, les accélérateurs, c'est une belle machine, bien sûr. Mais régulièrement on se pose la question, est-ce qu'on peut faire autrement, plus premium ou moins cher, plus court, plus long, enfin voilà, on regarde ce qui se fait aussi ailleurs, et on essaye, y compris à l'international. Oui. BPI France fait partie de pas mal de groupes, par exemple le Montréal Group, qui est c'est pas une association, enfin c'est une structure qui rassemble des banques de développement, et on a pas mal d'échanges avec elle. Donc il y a pas très longtemps, il y a une délégation de la Banque de développement du Canada et de Almi en Suède, et puis des Néerlandais, j'ai oublié le nom de leur structure, qui sont venus voir ce qu'on faisait à l'université, qui nous ont expliqué ce que eux faisaient, et voilà, ça peut être source d'inspiration. Par exemple, au Canada, ils font beaucoup de codev et de groupes entre dirigeants qui travaillent sur des problématiques en tournant. Je sais pas si tu vois le codev avec les postures de coach des autres.
D'accord. Ah ouais, donc vous êtes complètement dans une démarche en start-up, je trouve. Enfin, tu vois, regarder si Dans c'est à l'esprit, l'international, dans l'esprit, oui. C'est chouette. Et comme tu le disais, enfin, je veux dire, vous avez une posture d'accélérateur. Il y a quelques années, on a vu beaucoup d'accélérateurs, notamment nous, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec Élise et Béatrice, il y a 10 ans maintenant, on avait, tu sais, The Family, Nouma, il y avait énormément, enfin, ça a été l'explosion des accélérateurs. Tu avais Station F qui existe toujours, mais tu avais plein d'autres initiatives, même privées. Tu vois, nous, on a été intégrés au sein de Microsoft Venture, par exemple, qui est un accélérateur. Tu avais beaucoup d'entreprises. Je me rappelle aussi là où SNCF qui avait lancé son accélérateur, on l'avait intégré. Et finalement, tu vois, je sais pas comment tu vois les choses, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, cette tendance, ça a un peu changé. Il y en a peut-être moins. Et vous, pour autant, vous avez été accrochés, vous avez gardé cette offre, cette proposition qui, je trouve, est excessivement, qui est vraiment pertinente, parce que nous, on a eu la chance d'être accélérés, d'être accompagnés. Ça a été clé pour nous. Mais nous, on est plutôt pas sur ce segment start-up, plutôt sur des entreprises établies dont on essaye de déverrouiller le potentiel, en fait, de les faire aller plus loin, plus vite, où les solidifier, les rendre plus résilientes. Et d'ailleurs, l'efficacité de la méthode a été prouvée. Enfin, on a une étude du CNRS qui a comparé des entreprises accélérées avec des entreprises similaires, mais pas accélérées. Et on a montré une vraie différence en termes de croissance du chiffre d'affaires et des effectifs. Puis il y a eu une mise à jour de cette étude après la crise Covid qui a montré qu'elles avaient une résilience aussi un peu supérieure. Donc il y a un vrai effet de structuration, de planification stratégique qui permet d'avancer. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est pas tout à fait le même positionnement. C'est pas le même positionnement. Et justement, tu vois, sur ce positionnement, je trouve que tu as encore moins d'acteurs. Très souvent, tu vois, les acteurs qui accompagnent les entreprises matures, qui finalement sont un peu de la taille de Kokoroé, quelque part. C'est beaucoup. Vous pourriez faire partie d'un accélérateur, peut-être. Non, mais tu vois, en fait, nous, tu vois, c'est globalement quand tu fais une levée de fonds ou les fonds de private equity, c'est eux qui te proposent, ils te mettent des consultants à disposition et ils te proposent, si tu veux, de t'accompagner sur ces différents sujet. Mais c'est vrai que nous, on se rend compte finalement quand tu es bien établi, bien lancé, tu vois, Kokoroé, nous, on est 30 aujourd'hui, tu as une croissance assez importante, finalement, tu rencontres pas tant d'acteurs que ça. Alors, peut-être, je connais pas en effet tout ce marché sur le bout des doigts des accélérateurs, mais je trouve que j'ai le sentiment que tu n'en as pas tant que ça, et je trouve que c'est un positionnement qui est vraiment intéressant pour le coup. J'ai des questions qui sont un peu plus personnelles. Alors, je te rassure, je vais pas aller dans le trop personnel, mais toi, justement, quel est ton rapport à la formation, à l'apprentissage continu? Est-ce que tu arrives à te créer des routines apprenantes? Est-ce que tu as des temps dédiés pour toi pour te former ou pour t'éveiller? Comment tu arrives à trouver cet équilibre un peu entre tes responsabilités et ce qui te fait du bien? Alors, j'ai beaucoup de mal. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, on va dire. Et j'ai cette bonne résolution de me former, que j'ai pas mal de difficultés à mettre en pratique. Alors, j'ai ma petite routine du matin où je fais quelques exercices d'espagnol sur Duolingo. Ah, sympa. J'utilise la même application, tu vois. Donc ça, j'arrive à m'y tenir, mais c'est quelques minutes et je fais ça en petit déjeunant. Enfin, donc mais c'est quand même une routine apprenante. C'est vrai. Tu vois, on peut pas dénigrer, c'est quand même quelque chose que tu mets en place et tu arrives à vraiment t'y tenir? Oui, tous les jours. Ah ouais. Oui. C'est vraiment très très rare que je loupe une journée, mais bon, c'est extrêmement court. Sinon, j'essaye de regarder, j'arrive pas à tout regarder, mais nos formations. Et c'est déjà pas mal, je pense. Ouais, et c'est déjà parce que sinon, de temps en temps, par exemple récemment pour une équipe, on a organisé une formation comment être créatif, comment booster notre créativité, et j'y ai participé avec l'équipe. Donc là, c'était 2 jours, donc c'était un gros investissement.
temps, mais c'est assez difficile de dégager du temps. Enfin, on est tous pareils. Hein, tout va vite. Mais j'aimerais que, un peu comme faire du sport, se former, ça soit une routine vraiment établie et qu'à la limite une semaine où je l'ai pas fait, je me dis j'ai oublié, j'ai pas. Tu le vives mal, quoi. Exactement. Comme manger équilibré, bien dormir et faire du sport, voilà, c'est apprendre. Ça. Et aujourd'hui, c'est une bonne résolution, mais c'est pas une réalité. Ouais. Et c'est le problème qu'on a, nous, également, avec tous nos partenaires, c'est cette fameuse culture apprenante. Comment tu arrives à développer une culture apprenante et ce réflexe. Ouais. Et là où je te rejoins, c'est que, on a des agendas qui sont excessivement chargés et donc, comment on arrive à trouver le temps, quoi. Donc il y a quand même la formation en espagnol du matin tout de même. C'est vrai. Et d'ailleurs pourquoi l'espagnol tu le fais, quel est ton objectif derrière ça? Alors, j'en ai pas vraiment. D'accord. Mais quand je me trouve dans les pays hispanophones, c'est pratique. Non, j'en ai pas vraiment. Mais en fait, j'ai un vrai goût pour les langues étrangères. D'accord. Mais peu de temps. Et il se trouve que l'espagnol, sa structure étant quand même relativement proche du français, la conjugaison c'est difficile, mais sinon c'est pas très difficile. Donc ça me permet de me satisfaire en disant j'apprends une langue étrangère, mais de manière faisable. D'accord, ok. Donc il y a quand même une utilité derrière, mais avec le plaisir en effet d'une langue qui te paraît accessible, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis c'est une petite satisfaction de progresser en espagnol. Et puis Duolingo, ils sont très bons en gamification, donc c'est sympa. Quand on a la petite chouette qui nous dit bravo, tu as réussi 5 exercices d'affilée, c'est sympa. Ils sont assez forts. Et c'est intéressant aussi professionnellement de regarder leur mécanique de jeu, les contenus qu'ils poussent, les classements, les rewards. C'est intéressant aussi. Ouais, je suis d'accord. Bon, je vais pas aller jusqu'à prétendre que j'utilise Duolingo pour mon métier, mais c'est accessoirement utile. C'est ça. C'est intéressant de voir ce qu'ils font. Toi, donc tu parlais de sport. Est-ce que tu as une routine sportive ou... Alors moi, je fais un peu de yoga. Alors j'essaye d'en faire 2 fois par semaine. D'accord. Parce que pour l'équilibre pro-perso, j'ai rien trouvé de mieux en fait pour déconnecter. Vraiment. Alors moi, je fais plutôt du vinyasa. Ah ouais. Assez dynamique. Ah oui. Et j'aime bien les cours. Alors, en fait, je suis un peu difficile. Tous les profs me conviennent pas, mais quand je trouvais le prof qui me convient bien, là, ma prof, elle vient de partir. Je suis catastrophique. Tu le vis. Avec des postures, enfin des choses pas forcément acrobatiques, mais qui nécessitent une concentration. Et ben là, je pense plus à rien d'autre et c'est génial. Et se concentrer sur sa respiration, sur tenir, ça me déconnecte. Vraiment, c'est en hygiène de vie. En plus que ça contribue à se renforcer musculairement et éliminer les toxines et tout ça. Mais sur le côté, vraiment, je souffle, je fais un pas de côté, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ouais. C'est déjà bien que tu l'aies trouvé, quoi, et que tu aies un moment pour toi qui te permet de décompresser, justement. Ouais, ça fait énormément de bien. Et on parlait de plongée au début. Ouais. Donc, je continue un peu à faire de la plongée sous-marine. Mais il y a pas mal de points communs avec le yoga sur le côté respiration, être dans sa bulle, se mouvoir en 3D et ne penser à rien d'autre. C'est marrant. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulier avec la plongée. Je me rappelle quand j'étais enceinte, je pensais, j'avais envie de faire de la plongée. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je portais un enfant, mais j'avais envie de faire de la plongée. C'est très particulier, en effet, la plongée. Ça peut faire un peu peur, mais c'est un monde, c'est aquatique, peut-être aussi un peu rassurant, avec des zen. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça très, très poétique. Enfin, c'est plein de choses. J'ai une dernière question pour toi, alors qui est pas évidente, mais selon toi, c'est quoi la prochaine étape? Alors, il peut ne pas y avoir de prochaine étape et à savoir continuer sur ta voie, ce qui est déjà énorme, ou est-ce qu'il y a une étape un peu dans le coin de ta tête où tu as envie de te lancer ou de revenir à l'entrepreneuriat, ou comment tu vois les choses?
Alors ça, c'est une option, un jour, pourquoi pas. Mais je ne suis pas du tout en train de développer un projet. Ouais. Ça serait plutôt, à la limite, on m'apporte le projet idéal sur un plateau d'argent et je me laisserai convaincre. Ouais. Donc c'est un petit peu de l'ordre du rêve, de retourner à l'entrepreneuriat. C'est pas vraiment concret. Pour l'instant, je pense pas vraiment à la suite parce qu'on a tellement encore de choses à faire, de progrès à accomplir pour structurer notre offre, donc l'adapter, l'améliorer. Moi, je me vois pas m'ennuyer pendant les 2 prochaines années au moins. Donc, je suis pas vraiment à réfléchir à l'étape d'après. Tu t'éclates encore au quotidien. Exactement. Et jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai changé de job, c'était une opportunité, une rencontre. Ouais. Donc c'est pas exclu que ça arrive, mais en tout cas je ne le sollicite pas puisque je suis pleinement épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça se voit. Et je pense que ça s'entend aussi. Un grand merci, Hélène, pour cet échange. Et j'ai vraiment passé un super moment avec toi. Je précise que c'était quand même ton premier podcast et je trouve que tu as été particulièrement incroyable pour ce premier podcast. Et moi, j'ai envie de retenir la plongée, le yoga, mais également très impressionnée par l'innovation que tu as mis dans la formation, le programme à destination des entrepreneurs, enfin ton programme d'accélération est absolument incroyable et répond à des vrais besoins. Merci pour ce moment d'inspiration et pour tout ce que tu as pu nous diffuser en best practice très concrète. Je pense qu'on repart tous avec un peu plus d'éléments. Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un exercice très intéressant pour une première. Un grand merci, Hélène. Merci.